Même si globalement on constate pas encore le dépassement d'un certain seuil, régionalement ou localement on peut être dans des crises très graves, même si on n'est pas encore à 1,5. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un élément de principe de précaution dans la définition de ce seuil du tout. C'est un compromis entre ce que les pays riches du Nord ont considéré qu'on pourra peut-être théoriquement obtenir et ce qui était le minima de protection que les pays du Sud pourront accepter comme un accord commun. C'est une situation à laquelle l'adaptation va être très compliquée. Et encore moins pour les conditions après, parce que si on parle d'une cible ou d'un seuil de 4 degrés, ça ne veut pas dire que dans les 10 ans, 20 ans après, le réchauffement ne continuera plus. Donc si on se laisse amener dans un monde avec énorme besoin de moyens pour l'adaptation, c'est une société qui est automatiquement beaucoup plus pauvre parce que les moyens vont manquer pour autres objectifs sociétals très importants. Aujourd'hui, nous allons parler du concept des points de bascule. Ce concept s'applique aux écosystèmes et aux sociétés et souligne comment, si nous perturbons ces systèmes au-delà d'un seuil, nous basculons vers un autre état qui ne peut plus satisfaire ses fonctions primaires comme l'alimentation ou l'habitabilité. Nous entendons souvent parler du seuil des 1,5 degrés de réchauffement, mais nous réalisons encore mal que chaque degré supplémentaire a des impacts encore plus grands que le précédent et que les crises environnementales se manifestent par effet domino. En tenant compte de cela, à quoi risque de ressembler la France et le pourtour méditerranéen pour un réchauffement à plus 4 degrés? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Wolfgang Kramer. Wolfgang est directeur de recherche au CNRS, auteur du GIEC et membre du comité stratégique du MEDEC, un groupe d'experts sur le changement climatique en région méditerranéenne. Dans cet épisode, nous allons parler de la notion des points de bascule, de l'impact de plus 4 degrés en France et en Méditerranée et des marges de manœuvre existantes pour empêcher ces points de bascule. Bonjour Wolfgang et bienvenue au podcast. Bonjour. Avant qu'on se lance, tu as passé plusieurs années de ta vie au PIC, au Potsdam Institute for Climate Impact Research. Tu as travaillé sur la question de global change. Je pense qu'il est intéressant de souligner la différence entre global change et ce qu'on appelle donc changement global et climate change, changement climatique. Au fait, c'est quoi exactement la différence entre les deux? Cette différenciation, elle s'impose un peu parce qu'effectivement, le changement climatique, c'est pas la seule tendance d'un grand changement à l'échelle planétaire. Il y a surtout des changements sociétaux, au niveau de notre économie, notre façon de produire, notre façon de utiliser les ressources naturelles, qui est effectivement en forte augmentation depuis plusieurs siècles. Et ça nous a amené à un moment donné de brûler beaucoup des énergies fossiles. Et de cela, on a pu observer que le changement climatique se mettait en place. Mais le changement climatique, c'est juste un aspect, on peut dire une conséquence des changements globaux. Et parmi les autres qu'il faut surtout mettre que nous mettons surtout dans l'intérêt scientifique, c'est le déclin de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes à l'échelle planétaire, mais aussi à l'échelle régionale, et bien sûr des inégalités dans la société qui vont avec toutes ces tendances qui sont augmentantes et qui en partie rend très difficile, encore plus difficile, toutes les politiques pour protéger les impacts négatifs de tous ces changements globaux sur les populations. Et donc il y a ces changements globaux, peut-être ce qui se rapproche, ou en tout cas ce qui est le plus connu comme concept à côté des changements globaux, c'est peut-être les limites planétaires. Oui, les limites planétaires, c'est un concept assez récent, proposé par un groupe de chercheurs coordonné par Johan Rockström, qui maintenant est le directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research, qui tente à exprimer une façon globale qu'il y a notamment cette polycrise, nombre de différents facteurs qui sont en évolution, disons, négative, certains ont dépassé des niveaux que nous pouvons peut-être considérer comme dangereuses, comme seuil. C'est un concept qui est très populaire, qui est très utile aussi pour illustrer ces tendances, mais qui est aussi débattu.
parce que il y a notamment une grande difficulté de réfléchir, de donner une image claire des différentes sensibilités par rapport à ces tendances dans les différentes parties du monde et aussi dans les différentes couches de la société. Ce n'est pas que les auteurs sont complètement insensible par rapport à cette question. Il y a une récente publication qui notamment traduit les limites planétaires dans un cadre de la justice environnementale, mais c'est pour la communication vers des grandes tendances vers le public. On tombe toujours sur la température ou sur la pollution ou sur d'autres indicateurs qui sont strictement globaux et qui reflètent donc très peu la vie de moi-même ou d'une autre personne sur la planète. Oui, je pense que voilà, son mérite est évidemment sa facilité de compréhension et en tout cas sa facilité de montrer pour la première fois également différents enjeux simultanément, plutôt que de parler que de changement climatique. On va parler de la biodiversité, on va parler des océans, on va parler des différents paramètres, si je puis dire, d'habitabilité de la planète. Mais ces seuils vont être, on va venir plus tard sur cette question-là, vont être différents en fonction de où on se trouve et comment les personnes vont être affectées par ces seuils. Certaines personnes sont déjà affectées au moment T, certaines personnes déjà par le passé et beaucoup plus de personnes dans le futur. Donc en effet, mais j'imagine que si on rajoute ces couches de justice sociale, environnementale, écologique, ça devient un peu un donut, quoi, au final. Oui, le modèle du donut, c'est effectivement un concept supplémentaire en partie, mais pas que, inspiré par les limites planétaires. C'est développé de l'économiste Kate Raworth qui a dit qu'il faut évidemment arriver à un certain niveau de qualité de vie pour avoir ses besoins essentiels comme une bonne alimentation, des libertés personnelles, une bonne protection contre le changement climatique et d'autres, pour garantir ces conditions de vie d'une façon raisonnable et équitable pour tout le monde. Mais il n'y a aucune justification d'aller au-delà, de augmenter la consommation d'encore plus. Ça n'augmente pas la qualité de vie ou pas des conditions de sociaux et environnementales pour les familles. C'est seulement une chose un dépassement des seuils planétaires qui à la fin vont faire du mal à tout le monde. Donc le modèle de la donut, c'est aussi effectivement qu'il y a une zone idéale dans laquelle l'économie devrait nous aider à y être, et c'est aussi une critique très très forte aux tendances traditionnelles, la économie néolibérale qui fait semblant qui nous fait croire qu'une augmentation de la consommation, c'est forcément une bonne chose parce que ça fait monter le BIP, et avec le BIP, on nous fait croire que tout va mieux pour tout le monde, et ce n'est effectivement pas le cas. Et le modèle de Kate Raworth essaye de répondre à cette fausse idée. On est en train de toucher à un système très complexe, le système Terre et le système Terre et société, si on veut. Donc, premièrement, peut-être qu'on peut parler de cette notion de seuil. Pourquoi, au final, quand on passe du vert au jaune, au rouge, qu'est-ce que ça change réellement, quoi, au final? Le plus simple, c'est effectivement commencer avec le climat et pour simplifier encore plus, avec la température moyenne qui est seulement un de multiples indicateurs possibles pour le climat. Nous avons une tendance à vouloir discuter le succès ou pas de certaines politiques sur le climat par une température. Et c'est très facile à dénoncer que oui, cette température, qui est touchée vraiment si la température moyenne est 1,5 ou 1,6 au-delà du pré-industriel, c'est pas quelque chose qui est ressenti par les gens. Bien sûr que non, mais cette température, elle fonctionne comme un indicateur pour un grand paquet des facteurs climatiques. Et en plus, c'est une température, comme c'est une température, tout le monde le comprend. Donc, au moment quand le gouvernement en 1992 à Rio
ont signé un accord, donc la Convention pour le climat, qui stipulait qu'il faut surtout éviter un changement climatique dit dangereux. La question a été, quelle est donc la température à laquelle ce changement climatique devient dangereux? Et c'est important de constater qu'en 1992, avec la Convention cadre, il n'y avait pas de température envisagée précise. Mais il y avait par contre... Parce que c'était pas connu ou pourquoi à cette époque-là Oui, on peut bien dire que c'était pas connu et dans un sens aussi, on avait compris déjà à l'époque que bien sûr dans l'histoire de la Terre et aussi de l'humanité, les températures ont toujours changé un tout petit peu, ou même plusieurs degrés entre les glaciaires et interglaciaires et les différentes époques et même pendant la vie, pendant l'Holocène, depuis qu'il y a une civilisation humaine sur la Terre. Donc la température a priori change. Donc donner un seuil précis et dire que le dépassement de telle température c'est pas bon, ça serait faux, quoi. Ça serait pas possible de justifier scientifiquement et ça serait pas ressenti par les sociétés d'une façon réelle non plus. Donc, la Convention cadre sur le climat, elle a dit il nous faut d'autres indicateurs que la température. Et on en mentionnant 3. Et le premier, et c'est intéressant, notamment par la question des différents axes sur lesquels le changement global se déroule, le premier indicateur pour un changement climatique dangereux, c'est si les écosystèmes sont capables de s'adapter naturellement ou pas. Et c'est très intéressant pour un écologue comme moi parce que effectivement on s'attendait plutôt quand on parle des impacts physiques de la température ou des pluies ou des gels ou des canicules, mais non, on parle des écosystèmes. Et l'avantage de cette notion-là, c'est que un écosystème, si l'augmentation ou même la baisse de la température se passe avec une vitesse limitée, l'écosystème aussi, probablement la société humaine, vont pouvoir s'adapter. Par contre, si le changement, soit il est positif ou négatif, s'il va trop vite, on n'arrive plus de s'adapter. Et c'était cette notion dans l'article 2 de la Convention cadre pour le climat de dire que surtout la capacité des écosystèmes de s'adapter, c'est le premier indicateur, si on a cette capacité ou pas, c'est le premier indicateur pour une vitesse de changement climatique qui est dangereuse ou pas. La deuxième, c'est la capacité de produire suffisamment des aliments pour la population humaine sur la planète. Donc on se dit que peut-être on dépasse un tout petit peu la vitesse de l'adaptation des écosystèmes, c'est bien dommage, mais surtout il faut qu'on mange. Et si on constate une vitesse du changement de la température ou un changement climatique indiqué par cette vitesse de la température qui dépasse un certain seuil tellement que on peut plus produire suffisamment d'aliments pour la population humaine, alors on a un très grand problème. Et le troisième, c'est le développement économique qui était regardé d'une façon très très naïve au moment de la Convention cadre sur le climat. Donc c'est beaucoup plus tard, et je saute un peu les différentes étapes scientifiques, il était reconnu que au-delà 1,5 ou 1,6, c'est pas précisément 1,5 bien sûr, on rentre dans un régime climatique où certains de ces indicateurs, la capacité des écosystèmes à s'adapter et aussi la production alimentaire commencent à être sérieusement mise en risque pour le global, pour la population globale. Parce que bien sûr, déjà aujourd'hui, il y a des gens qui mangent pas pour la faim, et bien sûr aujourd'hui déjà il y a des écosystèmes en perte, même si on n'est pas encore à 1,5. Ça c'est aussi la différence très importante entre le régional et le global. Même si globalement on constate pas encore le dépassement d'un certain seuil, régionalement ou localement on peut être dans des crises très 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 graves. Ça c'est en fait toute la probabilité d'une politique, d'une cible globale par rapport aux changements globaux.
Donc, pour faire l'histoire un peu courte, l'accord de Paris en 2015, de la 21e conférence des parties sur le changement, de la convention cadre du climat, c'était le moment où, pour la première fois, par des acteurs politiques, par les chefs d'État, il était reconnu, et par leur totalité, parce que c'était un consensus, de déclarer l'objectif de garder, si possible, la température moyenne de la planète par rapport à l'industrie industrielle à 1,5 degré. Et c'était une interprétation basée sur 25 ans à l'époque, ou 22 ans des travaux du groupement intergouvernemental des experts sur le climat, du GIEC, qui ont fait des illustrations, encore une fois, en insistant qu'il n'y a pas de seuil précis, que quand même, vers les 1,5, on arrive dans une zone où les dégâts, les conséquences négatives sur les écosystèmes et leur capacité d'adaptation, et aussi pour la production alimentaire globale, s'accumulent d'une façon très très grave. C'est comme ça qu'on justifie l'objectif de 1,5, et on pourra faire des argumentations, des réflexions un peu similaires sur des autres limites planétaires faites par le groupe de Rockström et al. Mais il va toujours être cette reconnaissance à la fois de l'incertitude que le seuil n'est pas une limite très 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 précise. C'est un consensus que c'est une zone où des impacts deviennent particulièrement graves, et aussi que régionalement on peut avoir des problèmes beaucoup plus importants déjà longtemps avant qu'on arrive à ce seuil. Là, on rentre aussi dans cette espèce de principe de précaution des Nations Unies, c'est-à-dire que vu qu'on va dans des situations et trajectoires inconnues, instables, etc., vaut mieux que le seuil soit un tout petit peu plus précautionneux que pas, ou comment on fonctionne là-dedans? Moi, je ne vois absolument pas du tout l'application de ce principe de précaution. Au contraire, on est bien pour la définition des seuils, hein. Oui, mais je crois dès que on a formulé, ou dès que les gouvernements, les négociateurs ont formulé cet objectif de l'accord de Paris, même eux, la plupart d'entre eux étaient bien clairs que la crise, elle est déjà là aujourd'hui, que c'est un peu prétentieux de dire que 1,5 c'est important. Il y avait des pays qui sont des victimes dans leur véritable existence d'un réchauffement moins important que 1,5, qui peuvent réellement perdre leur territoire, ou grande partie de leur territoire, ou de bien-être de leur population, qui ont voulu, au moment de la signature de l'accord de Paris, que le langage autour de ce seuil est bien plus fort, et ils n'ont pas réussi à s'imposer. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un élément de principe de précaution dans la définition de ce seuil du tout. C'est un compromis entre ce que les pays riches du Nord ont considéré comme un objectif qu'on pourra peut-être, avec un grand effort, théoriquement réussi à obtenir, et ce qui était le minima de protection que les pays du Sud pourront accepter comme un accord commun. Donc c'est un compromis. Oui, c'est vrai, parce que on se souvient évidemment c'était quoi, le ministre de l'Environnement des îles Kiribati, ou qui était dans l'eau et qui disait c'était les Maldives, oui. Il y a plusieurs prises de position très très bien illustrées. Et c'est clair, beaucoup des pays des petites îles, à la fois dans le Pacifique, aussi dans les Caraïbes, et c'est leur véritable existence qui est menacée, et pas que par les inondations, mais aussi par des événements extrêmes, et par les conséquences économiques, parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup de pays dans la région Caraïbe, ils existent bien sûr, mais par exemple l'idée d'une assurance
que nous sommes habitués à payer une certaine somme pour une assurance pour être remboursé au cas de dégâts. Les assurances n'existent plus chez eux, donc même si s'ils sont encore là, le risque des événements extrêmes est fondamental pour l'existence de toute leur économie. Oui, on peut évidemment se rappeler des inondations au Pakistan, on peut là récemment à Valence, etc. Au bout d'un moment, si ce n'est pas sûr que ces inondations vont venir plus souvent, mais elles vont être de plus en plus violentes, on va en parler dans un instant. Petite pause avant la prochaine partie, ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Dans cette question de seuil et de point de bascule, quand j'en parlais avec Tim Lenton sur ce sujet-là, lui il disait il faut s'imaginer qu'on se bascule sur notre chaise et qu'au fait il y a ces questions d'état stable également dans les points de bascule, c'est-à-dire qu'on bascule d'un état vers un autre. Et je pense que peut-être l'Holocène c'était notre état stable d'avant. Et on ne sait pas exactement, est-ce qu'on peut appeler un état stable là où on va arriver, cette hypothèse de la hot house earth, enfin c'est quoi, la terre étuve ou quelque chose comme ça. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le point de bascule, on va vers un autre état. Et cet état va être plus ou moins stable, et stable ne veut pas dire gentil ou positif. On peut être verrouillé dans un état pas du tout possible pour l'alimentation, la capacité d'adaptation des écosystèmes, etc., etc. Je crois que la première chose qu'il faut tirer comme leçon des travaux sur les systèmes dynamiques, à la fois théorique et aussi dans la pratique, dans l'observation de la nature autour de nous, c'est qu'un état stable, ça ne veut pas dire un état statique. Un état stable, ça veut dire qu'on peut vivre une certaine fluctuation des conditions, par exemple la température entre non seulement le jour et la nuit, mais aussi entre les saisons et même entre les différentes années. Une flexibilité, on a certaines années qui sont plus sèches, certaines sont plus humides, et on vit avec un système à la fois de notre soutien humain, mais aussi avec les écosystèmes qui sont bien adaptés à tolérer une certaine fluctuation. Et en fait, d'avoir ces fluctuations, ça stabilise même le système parce que ça permet parfois un renouvellement des forêts après des incendies. Ça permet une dynamique dans les rivières. Ça permet que les sédiments arrivent dans les deltas. Il y a de nombreux facteurs qui sont en mouvement en permanence et pas mouvement régulier non plus, et qui permettent à la fois la société et aussi les écosystèmes à fonctionner. Et l'idée de complètement geler le système à une température précise ou à un régime d'humidité, non seulement il est surréaliste, mais il n'est pas nécessaire pour le bien-être des personnes ni pour les écosystèmes. Mais donc la question des seuils et du dépassement des seuils et de la déstabilisation de notre cadre de vie dans ces fondations vers une hot house earth ou vers une autre situation dans laquelle nous avons tous perdu notre capacité de vivre une vie digne, elle se pose par rapport à ces fluctuations. À quel point les fluctuations deviennent trop grosses et trop violentes pour qu'on puisse les accepter. Et là encore, régionalement, localement, les situations vont être très différentes. Ce qu'on a vécu, si on prend l'exemple à Valence, en Espagne, par exemple, c'était pas le fait qu'il y avait eu un événement météorologique très fort, mais qu'il était
fort au-delà d'un certain seuil, d'avoir 500 millimètres de précipitation pendant quelques heures, ça c'était inconnu, même si on a connu des pluies très très fortes, comme dans d'autres régions, ça c'était un facteur. Et l'autre, c'était qu'on s'était construit un tissu urbain, une utilisation des paysages qui était basée sur l'estimation qu'un événement comme ça ne va jamais arriver. Donc, par exemple, pour les rues, qu'on voit plein des voitures en différents états, effectivement, ils sont bien faits pour qu'ils peuvent avoir un peu de pluie, mais pas cette quantité. Donc, à un moment, quand les voitures commencent tous à bouger, ils vont heurter d'autres voitures et ça va être un grand tas de métal cassé. Donc là, on a vécu localement un vrai point de bascule, parce que on aurait pu peut-être s'adapter si on avait imaginé cette possibilité. On aurait pu prévoir d'autres protections de la ville. On aurait pu laisser un peu plus de l'espace pour l'eau, comme on le fait dans certaines régions. Mais on l'avait pas fait parce qu'on ne pourra pas imaginer ce dépassement du seuil. Et là, au fait, ce qui est intéressant quand on change d'échelle temporelle ou spatiale, au fait, on va avoir des points de bascule qui sont plus ou moins instantanés, et puis il y a des points de bascule qui sont plus grands d'échelle, parce que au final, quand on pense à Valence, oui, toutes les conditions étaient réunies pour que ça arrive. Mais au fait, quand on essaye de réfléchir à je me bascule et puis je tombe, une fois que je suis tombé. Il y a plus de, je peux essayer de me relever, mais si on imagine ça dans un système, si on prend un lac par exemple et on rajoute un tout petit peu de pollution de plus en plus, au bout d'un moment on dépasse ce seuil et puis ce lac, il y a plus de vie qui existe. Oui. En fait, la notion de la réversibilité, c'est peut-être ça qui marche pas très bien avec cet exemple avec la chaise, parce que effectivement, quand la chaise est tombée, je peux me lever et je peux la remettre en état. La plus grande partie ou la grande partie des points de bascule à l'échelle planétaire, qui commencent à être relativement bien connus, il inclut notamment cette irréversibilité à l'échelle, faut toujours indiquer l'échelle, à l'échelle de humain, à l'échelle de quelques décennies et quelques siècles. Si on regarde la circulation de l'eau chaude dans l'Atlantique du Nord, par exemple, c'est une réelle incertitude qu'elle peut se baisser d'une façon importante et quasiment arrêter. On sait que ça peut arriver parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire géologique, et on peut relativement bien reconstruire les situations qui nous ont amenés à ces événements. Donc c'est un point de bascule. Il n'est pas complètement irréversible, mais il est irréversible à l'échelle humaine. Une fois qu'on a provoqué, nous, un tel dépassement des conditions critiques dans l'Atlantique du Nord, peut-être dans quelques millénaires, le système va pouvoir se rétablir, mais nous ne sommes plus là à ce moment. Donc la réversibilité, elle est souvent vue à l'échelle humaine, à notre capacité de continuer une forme de civilisation dans la région touchée. Et là, les grands points de bascule desquels nous parlons à l'échelle planétaire, ils impliquent une irréversibilité. Et il y en a plusieurs, on peut en lister certains de ces gros points de bascule, que ça soit, comme on a parlé, des glaciers en Antarctique, des glaciers peut-être même alpins, il peut y avoir le jet stream, il peut y avoir les coraux, etc. Enfin, il y en a une série de 9, on va rajouter une carte. Et ces points de bascule, il y a cette idée que je trouve assez glaçante, cette idée de cascade de points de bascule, c'est-à-dire qu'un point de bascule peut en entraîner un autre, peut en entraîner un autre, peut en entraîner un autre. Peut-être avant qu'on parle des cascades, il faut rappeler aussi qu'une caractéristique des points de bascule, comme de beaucoup des systèmes non linéaires, et encore la théorie est relativement bien connue et comprise,
ce caractéristique est la difficulté de faire des projections précises par rapport au dépassement du seuil. Et ça peut paraître contre-indicatif quand on dit qu'on comprend bien le système, mais on ne sait pas quand ça bascule. Mais on a dans la nature, c'est relativement courant et compris par des écologues. Si je prends par exemple un forêt méditerranéen et j'observe que ça fait des années qu'il n'y avait pas des incendies, on va voir beaucoup de bois secs dans cette forêt. On voit une certaine accumulation de la biomasse, tout semble aller bien. Il y a une période un peu plus sec, il y a un orage, il y a un éclair, tous commencent à brûler, ça fait un grand incendie, beaucoup de cette biomasse partent. Bon, 2 ans plus tard, toujours pas beaucoup de biomasse, la même pluie, le même orage avec le même éclair ne va pas provoquer une incendie parce que le système a changé un peu son état. Peut-être 30 ans plus tard, de nouveau, il y a du vieux bois et le système commence. Donc l'historique de l'écosystème détermine beaucoup sa facilité ou pas de changer l'état. C'est le cas aussi pour les très grands systèmes à l'échelle planétaire. Donc même si on peut mesurer, observer leurs conditions avec une certaine précision, on ne peut pas savoir parce que le système a un certain niveau de conditions chaotiques, on ne peut pas savoir exactement à quel moment les conditions sont réunies pour que le dépassement du seuil ou le point de bascule peut intervenir. C'est dans la nature des affaires ce qu'on peut constater. Par contre, c'est que pour certains systèmes, la probabilité que le dépassement du point de bascule augmente avec la température et tout ce qui va avec la température. Et là, il y a une carte qui mérite peut-être être montrée que pour chacun des grands systèmes planétaires de bascule, on peut estimer, c'est toujours une estimation, la probabilité, comment elle augmente à 1,5 degré ou à 2 degrés ou 2,5, que le point de bascule est dépassé. Je voulais qu'on prenne tout ce temps pour quand même expliquer les mécanismes ou comment un système dynamique fonctionne. Parce qu'au final, nous, quand on parle de la France, quand on va parler du pourtour méditerranéen, on est parfois démuni de comprendre quelle est la traduction ou quel est le pont entre ce qui se passe au niveau mondial, comment on est pris en étau entre les écosystèmes locaux au final, comment on urbanise, quelles sont nos activités économiques qui sont locales, et puis en filigrane, en background, au fait, tout ce qui se passe au niveau global. Donc nous, on est vraiment entre les deux, et je pense qu'il faut comprendre les deux pour traduire ou en tout cas contextualiser ces travaux. Oui, bien sûr. Et on peut peut-être parler plus tard sur les points de bascule sociétal parce qu'ils existent aussi et même dans un sens positif où il y a une recherche qui s'intéresse à la possibilité de changer des éléments essentiels de notre société d'une façon bénévolente, bienveillante et avec l'objectif réellement d'améliorer le cadre de vie pour tout le monde. Et il y a parfois des points de basculement positifs dans ce contexte aussi. Mais avant qu'on parle de ça, il faut encore une fois, je crois, indiquer qu'il y a une grande partie des personnes aujourd'hui qui ont déjà vécu des points de bascule, qui ont déjà vu disparaître leur capacité de se nourrir localement, régionalement, et cela par une multitude des raisons, en partie à cause de la ressource en eau qui devient compliquée à rassurer, mais aussi à cause des tendances économiques ou politiques qui leur permettent pas maintenir leurs activités
qui autrement aurait été possible peut-être faire avec des technologies de meilleure utilisation de l'eau. C'est là que les tendances sociétales rencontrent réellement les tendances de l'environnement physique ou chimique, et c'est très important dans la action politique pour protéger les populations face au changement climatique. On voit ces deux effets ensemble. Peut-être qu'on peut prendre le cas de la France et puis on va zoomer après sur le pourtour méditerranéen. Quand l'ancien ministre de l'Environnement, Christophe Béchu, dit il faut qu'on se prépare à plus 4 degrés. Bon, évidemment, plus 4 degrés en France, ça voudrait dire plus 3 au niveau mondial, quelque chose comme ça, mais qu'est-ce que ça fait quand on entend ça? Est-ce que c'est plutôt normal? Est-ce qu'on se dit, bon, il faut qu'on dise les choses clairement? Est-ce que c'est plutôt... on arrête, on se déleste au final de l'action et puis on se dit on s'adapte. Enfin, comment on entend ce message? Déjà, personnellement, j'étais très content d'entendre le ministre dire des choses si claires que ça. C'était inévitable qu'il y avait un certain nombre de malentendus qui se sont exprimés tout de suite dans les médias. C'est parfois nécessaire de passer par là quand fait une prise de position, fait un constat comme celui qu'un risque de réchauffement en France métropolitaine de 4 degrés et une possibilité réelle pour l'avenir, pour que ensuite les gens disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous avez abandonné les objectifs de l'accord de Paris, ou est-ce que la planète va se réchauffer à 4 degrés? Il faut répondre à ces questions, mais on peut aussi répondre, et je crois à la fois le ministre et aussi d'autres communicateurs, disons les scientifiques l'ont fait. Et j'espère, je crois l'observer aussi, qu'une grande partie de la population, suite à ces annonces, sont rendus compte d'une façon plus claire que c'était le cas avant, que ces 4 degrés à l'échelle régionale sont tout à fait réels. De toute façon, on a déjà dépassé 2 dans une grande partie du territoire, donc bien au-delà des 1,5, que c'est une situation à laquelle l'adaptation va être très compliquée. Et on peut revenir à ces complications. Et aussi que cela demande un engagement supplémentaire beaucoup plus fort par rapport à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça qu'il faut toujours marteler, et je crois que la discussion était bonne après l'annonce du ministre, que l'adaptation seulement comme objectif à une certaine température ne va pas suffire pour garantir le fonctionnement économique, humain et social et écologique de notre société. Il va falloir augmenter beaucoup les efforts de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et aussi de la destruction des habitats qui est indépendant du changement climatique, si on veut pouvoir s'adapter à 4 degrés. Et donc, grosso modo, j'étais content de voir cette discussion. Après, déjà à l'époque, il y avait beaucoup de collègues qui sont analysés plus proche que moi le plan national d'adaptation au changement climatique, et la troisième version vient d'être publiée, qui constate que les véritables mesures proposées sont gravement insuffisantes, même pour les 4 degrés une fois qu'ils se manifestent, et encore moins pour les conditions après, parce que si on parle d'une cible ou d'un seuil de 4 degrés, ça ne veut pas dire que dans les 10 ans, 20 ans après, le réchauffement ne continuera plus. Donc le 4 degrés, c'est juste un niveau, quoi. Mais si on n'a pas déjà construit un système de la neutralité carbone qui va vraiment dire qu'on va jusqu'à 4 et pas plus loin, la question de l'adaptation se pose encore autrement. Je pense que c'est assez compliqué de s'imaginer. Déjà, à plus 2 degrés, on voit un peu les conséquences. Il y a des épisodes d'inondation
que ça soit à Nice, que ça soit en Hauts-de-France, que ça soit un peu partout. Donc ça, c'est plus ou moins une donnée. On se dit, ok, ça, je peux me l'imaginer. On voit que l'agriculture, les rendements fluctuent en fonction de cette précipitation. Cette année, par exemple, on a eu un excès de précipitation. Donc ça, peut-être qu'on peut également l'imaginer. C'est quoi une France à plus 4 degrés? Enfin, comment on peut, connaissant ce tissu, comme on a dit, des activités, de l'agriculture, etc., de français, et des réchauffements et autres au niveau planétaire, qu'est-ce qui changera fondamentalement? Enfin, comment on vivra à plus 4 degrés? Oui, on parle souvent de ces imaginaires, quoi, mais bien sûr, il y a besoin à ce stade, notamment de détricoter cet indicateur d'une température moyenne dans les différents éléments physiques, climatiques qui ont une conséquence inévitable. Et la première et la plus simple d'évoquer de quelque sorte, ce sont les canicules. On n'a même pas encore besoin de parler des ressources en eau. Et ceux qui sont à un certain âge vont se rappeler de l'année 2003. Il y avait des dizaines de milliers de personnes en France et dans les pays voisins qui sont décédées abruptement dans le mois d'août pendant une canicule très importante. Et on peut essayer de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y avait tellement de morts. Parce que bien sûr, on comprend les températures élevées, on boit pas assez, on se protège pas, on va à la plage. À un moment, ça peut être trop chaud. Mais en réalité, on a déjà observé à ce moment-là qu'il y avait une forte division entre différents groupes de la population par rapport à la mortalité. Il y avait surtout des personnes âgées et des enfants qui étaient touchés. Et parmi ces groupes, surtout les gens avec faibles revenus et pas les gens bien aisés. Ça, c'est très facile à analyser et c'est aussi facile à comprendre parce que ceux qui ont une belle maison avec une bonne protection contre la chaleur, ils vont avoir plus de capacité de se ressourcer pendant la nuit que ceux qui vivent dans la rue ou qui vivent dans les passoires thermiques. Donc l'aspect social était déjà très bien illustré et toutes les imaginaires vers un monde des catégories en France, ils doivent prendre en compte cet aspect-là, que c'est pas la française la moyenne qui est la personne à laquelle il faut s'intéresser à ceux qui sont démunis ou ceux qui vivent des vies précaires dans les différentes façons et qui sont malades ou âgés ou trop petits. Ça, c'est la première partie, mais c'est clair que quand les canicules augmentent, ça, c'est un direct risque pour la vie, mais c'est aussi un risque contre lequel on peut se protéger. Et les plans d'adaptation, effectivement, ils sont très techniques sur ce point-là par rapport à l'isolation, par rapport à l'espace protection, par rapport aussi aux espaces verts dans les villes qui automatiquement donnent de l'ombre et aussi des températures plus modérées. Donc il y a des façons jusqu'à un certain point à se protéger à des températures élevées, mais la question restera toujours la même. Est-ce qu'on amène tout le monde? Est-ce qu'on garantit l'accès à des espaces de protection contre les canicules pour tout le monde? Après les canicules, il y a des événements extrêmes, à la fois des sécheresses et des inondations. Et là, effectivement, la prévision des risques, elles deviennent automatiquement plus compliquées, même si on a un haut niveau pour la France ou pour l'Europe, pour les pays européens, un haut niveau technique aujourd'hui de capacité de simuler les impacts, par exemple, d'une crue, même si on ne sait pas quel jour elle intervienne, on sait quel type de crues peuvent se manifester, et pareil pour des sécheresses. Donc là aussi, les possibilités techniques existent. Parfois, elles sont très coûteuses, mais il est tout à fait possible d'augmenter le niveau de la protection. C'est pas
je dirais, automatiquement exclu de vivre à 4 degrés par rapport à ce genre de risque. Mais il faut se rendre compte que ça implique des coûts énormes. Ça implique une absence de moyens pour d'autres objectifs, peut-être pour l'éducation, ou pour la défense, ou pour la construction des autoroutes, ou pour autre chose. Il faut être très très clair là-dessus. Donc, si on se laisse amener dans un monde avec énorme besoin des moyens pour l'adaptation, pour ne pas parler de l'aide nécessairement à passer aux pays du Sud pour leur adaptation suite à la conséquence de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est une société qui est automatiquement beaucoup plus pauvre parce que les moyens vont manquer pour autres objectifs sociétals très importants. Et après, sur les ressources en eau et la sécheresse, il faut aussi parler de l'agriculture, évidemment, un des plus grands consommateurs de l'eau en France et ailleurs. Et là, effectivement, des moyens de l'adaptation existent. Ils sont nombreux et importants. Et ce qu'il faut constater, que ce qui est appliqué aujourd'hui comme mesure dite immédiate à une dite adaptation, ils sont grosso modo fausses. Ils vont dans un sens qui est basé sur l'idée qu'il faut surtout continuer les cultures, la façon de produire dans nos systèmes agricoles comme on le fait actuel, avec une grande partie de production du maïs par exemple, avec une grande partie de production de la viande et d'autres produits pour les laitiers pour l'exportation. On peut en discuter cas par cas, mais ce qui est clair, que l'idée de se battre contre les futures sécheresses en plastifiant une grande partie du paysage et en essayant de garder dans les retenues ouvertes une partie de l'eau de la pluie, c'est pas une idée très très fiable, techniquement ni scientifiquement. Déjà, c'est très coûteux, ça amène à des grandes pertes d'évaporation, ça amène à une grande perturbation de la nappe phréatique et de tout cycle de l'eau. Et surtout, ça va ralentir la modification nécessaire des cultures agricoles vers des cultures qui sont tout simplement mieux adaptées à des conditions sèches. Et cette adaptation, elle est tout à fait possible. Il faut accompagner les agriculteurs, bien sûr, pour le pouvoir faire. Certains ont fait des investissements importants qui vont être perdus si on leur dit que maintenant on fera plus cette culture mais un autre. Donc je dis pas du tout que c'est une possibilité pour les agriculteurs de faire le changement nécessaire eux toutes seuls, mais l'accompagnement qu'on leur propose actuellement, c'est souvent orienté vers un maintien des cultures actuelles. Et là, il y a un changement fondamental de la réflexion sur l'adaptation qui s'impose. Là, il y a évidemment ces deux vitesses. Enfin, on traite de l'urgent et on doit traiter du long terme. Et c'est un peu comme si tous les efforts de l'urgent vont être récupérés des efforts du long terme. Enfin, il y a un peu cette schizophrénie entre j'agis maintenant pour la crise, mais est-ce que les actions qu'on met en place, comment on peut les analyser pour nous dire est-ce que réellement ça nous adapte ou ça nous adapte également, plutôt que est-ce qu'on peut trouver des mesures qui font et de l'atténuation et de l'adaptation, etc., etc. Je pense que c'est une bien sûr, mais la science, les établissements de recherche sont assez bien préparés pour ce genre de travail. Et encore une fois, c'est pas une spécificité en France. Il y a beaucoup de choses à apprendre à travers des différents pays, à la fois des pays du Nord et aussi des pays du Sud. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit au début. Un écosystème, comme je l'avais expliqué, est basé sur l'idée d'un certain changement, d'une certaine variabilité, d'une certaine résilience au changement. Et cela s'applique également pour des secteurs économiques qui dépendent des écosystèmes, comme c'est le cas pour l'agriculture. Donc ça, c'est
à la fois théoriquement et aussi pour des cas pratiques et concrets des différents secteurs agricoles assez bien connus. Et il existe une littérature assez riche pas pour protéger tout et toute activité contre toute difficulté environnementale, mais on a des grandes marges de manœuvre pour adapter notre secteur agricole et aussi les forêts à un changement climatique important. En certaines parties, peut-être jusqu'à 4 degrés, en certaines parties, non. Et ça, c'est une question importante à identifier en première. Où est-ce qu'ils ont ce que nous appelons les limites dures de l'adaptation. Par exemple, dans certaines zones dans la France, dans le sud de la France, il peut être le constat qui s'impose qu'il y a tout simplement pas suffisamment d'eau pour les cultures, n'importe quelle culture qu'on considère. C'est pas inconnu. Il y a les parties de l'Espagne qui sont quasiment désertiques, où il a fallu, où on n'a peut-être jamais eu des activités agricoles, et il faut le constater, c'est la nature qui nous amène là. Il n'y a pas d'adaptation possible, et il peut y avoir des régions en France qui vivent un changement climatique qui tout simplement doit amener un abandon de la production agricole, mais ça ne veut pas dire la fin de la vie. Et ça ne veut pas dire non plus que d'autres régions n'ont pas des possibilités importantes de s'adapter en adaptant leur culture et les pratiques. Et j'insiste encore une fois que laisser les agriculteurs se débrouiller tout seuls dans une situation comme ça, c'est effectivement pas une possibilité et pas souhaité par personne. Et de nouveau, il y a des travaux faits par l'INRAE et par d'autres établissements de recherche en France qui montrent très clairement qu'une transformation du secteur agricole est possible si on accompagne économiquement et techniquement les agriculteurs à le faire. Tu as pointé du doigt certains endroits du pourtour méditerranéen. Avec le MEDEC, vous vous concentrez vraiment un peu plus dans cette région-là. Elle a certaines spécificités peut-être qui peuvent également nous servir comme témoins ou comme un peu un aspect sentinelle du reste de la France. C'est déjà des zones qui sont chaudes, c'est déjà des zones qui sont arides des fois, qui vont peut-être se rendre désertes. Si on passe du coup du planétaire au national, au local, finalement à un écosystème assez particulier qui est celui le méditerranéen, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui apparaissent, qui surgissent et qu'on pourrait apprendre évidemment pour le reste de la France ou de l'Europe ou du monde? Oui, il y a beaucoup à dire là-dessus. Juste peut-être par un mot d'introduction, le MEDEC, c'est un groupe des chercheurs qui se mis en réseau, pas pour faire de nouvelles recherches, mais pour travailler pour une meilleure synthèse des recherches existantes dans tous les pays autour de la Méditerranée, et pour ensemble rendre accessibles les savoirs scientifiques qui existent. C'est un peu pareil que comme le GIEC ou l'IPBES, sauf qu'on n'a pas le même mandat politique que ces deux organismes, mais néanmoins on applique les mêmes règles et on publie des rapports à la base de la littérature scientifique existante. De manière de gouvernance, c'est qui derrière le MEDEC est-ce que c'est les États quand même C'est un réseau, on peut dire, indépendant des chercheurs qui est soutenu par deux institutions intergouvernementales à la base en Méditerranée. Le premier, c'est l'Union pour la Méditerranée, qui est une structure intergouvernementale qui implique tous les pays, quasiment tous les pays autour de la Méditerranée, plus tous les membres de l'Union européenne, qui a son secrétariat à Barcelone. Et le deuxième, c'est le plan d'action
Méditerranée du programme des Nations Unies sur l'environnement, qui est également qui est un peu plus ancien, qui initialement s'intéressait à la qualité de l'eau en Méditerranée et qui maintenant travaille pour une meilleure compréhension de tous les enjeux environnementaux du bassin méditerranéen. Et là, les pays membres, ce sont strictement des pays autour de la Méditerranée. Ces deux organismes sont indépendants l'un à l'autre, mais travaillent ensemble pour nous donner un minimum de soutien pour le MEDEC, pour qu'on puisse faire le travail. Mais le travail de tous les chercheurs, par exemple, dans MEDEC, comme c'est le cas pour le GIEC, n'est pas rémunéré en tant que travail pour ça. Beaucoup d'entre nous font ça une partie de leur boulot, leur poste universitaire, mais ou dans d'autres établissements de recherche, mais on n'est pas rémunéré pour cette mise en réseau. Donc, qu'est-ce que l'a trouvé le MEDEC par rapport aux spécificités de la région méditerranéenne à l'échelle par rapport à la planète? Il n'était pas une surprise que le réchauffement en Méditerranée se déroule plus vite qu'à l'échelle planétaire. En fait, c'est le cas pour tous les continents et les relativement petits bassins océaniques autour des continents que le réchauffement est plus accéléré. On a bien déjà passé les 1,5 en région méditerranéenne, c'était juste à constater. Mais ce qui est plus important, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu supplémentaire qui se limite pas à la Méditerranée, mais qui est particulièrement accentué en Méditerranée, c'est les risques associés avec la hausse du niveau de la mer. Pourquoi particulièrement en Méditerranée? Parce que la Méditerranée, c'est une zone où beaucoup des activités agricoles, industrielles, touristiques, humaines, tout ce qu'on veut, même patrimoine, même grand patrimoine historique comme les villes de Venise et Alexandrie et d'autres, sont très proches au niveau actuel de la mer Méditerranée. Et c'est en partie parce qu'il n'y a pas la même situation comme sur le côté ouest ou nord de la France, où il y a des marées et des changements quotidiens de la mer, avec pas non plus des très grandes tempêtes. Donc on a pu, à la fois des écosystèmes et aussi des activités humaines, ont pu s'installer très proche du niveau de la mer. Et maintenant, on est face à une situation où non seulement le niveau de la mer monte à l'échelle globale, mais cette hausse du niveau de la mer est en pleine accélération. Il y a encore 25 ans, elle était autour de 2,5 mm par an, et maintenant on est à 4,5. Et on sait pourquoi. C'est en partie parce que l'océan global stocke plus d'énergie que beaucoup d'énergie. La plupart de l'énergie qui arrive par l'effet de serre, c'est stocké dans la mer, et ça amène à une certaine dilatation de la masse d'eau dans les mers, mais surtout la perte de glace en Groenland et dans toutes les montagnes de la planète, et en partie aussi en Antarctique, nous amène non seulement à cette augmentation de la vitesse, mais aussi à une crainte importante d'une point de bascule très particulier, et c'est que effectivement que cette perte est irréversible et en pleine d'accélération. Et la Méditerranée est donc particulièrement touchée. L'exemple le plus facile à illustrer, c'est toujours la ville de Venise, mais aussi en Camargue et aussi dans le delta du Nil, on constate que les plages disparaissent, les digues, il faut les abandonner, les agriculteurs qui travaillent en proximité de la mer observent soit la perte de surface ou une salinification de leurs ressources en eau pour l'irrigation. Donc les conséquences sont très graves, et ils sont effectivement tout le long de la côte, sauf seulement pas dans les côtes rocheuses où c'est un peu vertical. Pour certains secteurs économiques, il est possible là aussi s'adapter.
par exemple les structures portuaires dans certaines limites, et on peut les adapter, de toute façon on les reconstruit régulièrement, on peut s'adapter pour des écosystèmes, des zones humides dans les grands deltas, pour les petits agriculteurs, pour d'autres, peut-être même pour certains éléments du patrimoine comme à Venise, il n'existe pas des plans d'adaptation très accessibles après une certaine hausse au niveau de la mer. Donc là, on va perdre beaucoup du patrimoine, ou on va devoir le déplacer d'une façon artificielle complètement, avec des coûts absolument énormes. Ça, c'est une spécificité au niveau de la Méditerranée. L'autre grande spécificité, l'autre dimension qu'il faut illustrer, c'est effectivement les énormes inégalités par rapport à la capacité économique de s'adapter, qui est beaucoup plus importante dans le nord et qui est beaucoup plus faible dans le sud. Et un obstacle supplémentaire, c'est que les connaissances scientifiques, c'est ça que nous avons vite vu quand on a commencé à faire la synthèse. Ils sont beaucoup plus importants dans le nord. On peut trouver des plans détaillés et précis pour le port de Barcelone, à quel moment, quel niveau de la mer va dépasser les digues et comment, qu'est-ce qu'il faut faire et d'où il vient le béton pour construire quelque chose. Pour les îles de Kerkena, par exemple, en Tunisie, qui vont largement disparaître de la carte, dans peu des années, non seulement on ne sait pas trop quoi faire, mais on n'a pas une mesure très précise non plus à quel moment ça intervient et à quel moment il faut prévoir des mesures de sécurisation plus importantes. Et ça, c'est générique pour tout le sud et bien maintenant, il faut le dire aussi pour l'est de la Méditerranée, en Palestine, au Gaza. Gaza est terriblement touché par la guerre actuellement, mais c'est aussi terriblement touché par le réchauffement climatique et par la hausse du niveau de la mer déjà avant. Donc là, il y a un cas typique de la multicrise où les différents facteurs du changement climatique aggrave une souffrance déjà énorme de la population par d'autres forces. On peut penser évidemment à différents, que ce soit le printemps arabe ou d'autres éléments politiques qui ont été bouleversés également par des notions d'agriculture. Enfin, on peut penser également plus récemment les inondations de Libye où certaines infrastructures étaient peut-être prévues pour le siècle passé mais plus pour aujourd'hui. Donc il y a cette question de quelles infrastructures sont encore vivables, nous aident, lesquelles nous posent des problèmes, quels territoires on décide collectivement à abandonner ou pas. Aujourd'hui, cet après-midi, il y a un épisode avec Alexandre Monin sur le renoncement et sur ces questions-là qui sort. Et c'est vraiment ces questions assez difficiles, quoi. Enfin, je suis grec, j'ai grandi en Grèce, donc je vois bien des territoires qui sont déjà un peu rayés de la carte, quoi. Enfin, des territoires agricoles, quand il y a eu la grande inondation en Grèce, il y a 1 an et demi, c'était dans les territoires les plus agricoles et les plus fertiles, et des barrages ont cédé également, etc. Oui, ce qui nous montre la Méditerranée, le bassin méditerranéen, c'est que on peut observer à une échelle régionale, dans notre proximité, à quelques heures de vol d'ici, les mêmes tendances qui se déroulent à l'échelle planétaire. Et c'était la question à la conférence des parties pour la Convention du climat à Bakou la semaine dernière. À quel moment les pays du Nord prennent des responsabilités pour rembourser les dégâts provoqués dans les pays du Sud. Et ça se joue à l'échelle planétaire, bien sûr, mais c'est aussi très, très observable, très, très direct ici chez nous. Et il n'existe aucune réponse crédible au niveau de la Méditerranée. À quel point, par exemple, les pays d'Europe sont prêts à réellement protéger les populations des pays sur le côté sud de la Méditerranée par rapport aux dégâts provoqués entièrement par nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, je voudrais maintenant qu'on passe à plutôt au volet quoi faire avec tout ça, parce que évidemment l'idée c'est pas de rendre tout que anxiogène, l'idée c'est aussi de comprendre quels sont les points névralgiques qu'on peut
manipuler, changer, bouger pour que ça change. Par exemple, dans les travaux de MEDEC, il y a un graphique qui parlait de solutions incrémentales et transformatives, des solutions plutôt techniques et des solutions plutôt, disons, changement de comportement. Si on prend ces 4 cadrans, entre guillemets, est-ce que c'est un moyen de se dire voilà comment je peux agir? Enfin, évidemment, c'était pour le MEDEC, mais j'imagine qu'on peut extrapoler ça pour tout territoire, quoi. Je crois que je commence en dénonçant une grande erreur de la communication et du discours politique que nous entendons régulièrement, et c'est cette idée que les changements de comportement et les solutions techniques ensemble vont être suffisantes ou même capables de résoudre la combinaison des problèmes de manque d'efforts à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et le manque d'efforts au niveau de l'adaptation. Bien sûr, il faut regarder pour la société dans sa totalité et peut-être aussi pour chacun d'entre nous, en fonction de nos moyens, à quel point nous pouvons réduire notre consommation, notre gaspillage pour contribuer un tout petit peu moins aux émissions de gaz à effet de serre. C'est clair que c'est utile aussi pour montrer que c'est possible et pour trouver des gestes qui, peut-être si tout le monde les applique, vont faire une certaine contribution. Mais il est aussi clair que ça va jamais être assez. En fait, c'est estimé à quelques pourcents, peut-être 15% de la baisse nécessaire des émissions de gaz à effet de serre qui peut être obtenue par ce changement de comportement, certainement pas plus. Et les solutions techniques, il faut et on a ces analyses et ces débats. Il faut réellement décrypter les effets publicitaires d'un certain changement, par exemple d'une type de voiture à un autre type de voiture, par rapport à la réelle option de satisfaire ses besoins, par exemple du transport. Il est prouvé par des multiples façons que si notre objectif est de proposer une option de transport pour tout le monde, par exemple entre là où nous habitons et là où nos enfants vont à l'école, très rarement la voiture, si c'est une voiture électrique ou une voiture d'essence, est la meilleure solution. Très souvent, la suppression de la voiture dans les quartiers urbains autour des écoles, ça augmente une sécurisation des enfants et ça augmente aussi la capacité des enfants de développer une certaine indépendance de se déplacer. Donc ça, c'est un exemple où des changements structurels et systémiques sont tout à fait possibles. Bien sûr, il faut amener tout le monde, bien sûr, il faut permettre à tout le monde de trouver une solution, mais il faut parfois aussi limiter, contraigner une partie de la population qui choisit des options à se déplacer qui sont en fait en détriment de tous les autres. Et là, l'exemple des transports, ça c'est juste un exemple. L'exemple de construction des habitats, des logements, l'investissement relatif à un grand nombre de pavillons individuels ou à l'isolation des maisons existantes, c'est un autre où il va certainement falloir plus des initiatives politiques, peut-être parfois des règles, pour assurer que une plus grande partie de la population arrive dans une situation où on peut vivre sans trop des émissions de gaz à effet de serre. Parce que ça dépend pas juste moi et mon thermostat sur le radiateur quand je consomme l'énergie, c'est aussi si j'ai accès à un logement qui est raisonnablement bien isolé en hiver et en été. Donc là, il y a des possibilités de
accompagner tout le monde à un changement de cadre de vie qui est possible, qui est très important, qui va faire gagner un certain nombre des acteurs économiques aussi, des entreprises qui travaillent dans les secteurs relevants pour l'isolation par exemple, ou pour les transports en commun, ou pour d'autres. C'est tout à fait possible, et ce que nous observons actuellement, que ces choix ne sont pas faits ou sont faits seulement sous des limitations très importantes. Il y a des bels exemples. Il y a des exemples de la transformation de villes comme Paris, Lyon, Strasbourg et d'autres où une réelle transformation est possible, est montrée et entamée. Elle est que au début toujours, mais elle est entamée. Mais il y en a d'autres villes comme Marseille par exemple où ça a l'air d'être très difficile et personne réellement ne comprend pourquoi. En fait, il y a souvent ce débat de technologie versus sobriété, si on veut. Évidemment, dans les changements comportementaux, il y a les individuels, mais il y a aussi au niveau politique cette fameuse sobriété. Et ce qui était quand même très intéressant dans le dernier volet, dans le volet 3 du dernier rapport du GIEC, où ils ont commencé à estimer un peu l'impact de la sobriété. Et là, on allait directement vers 50, 60%. Enfin, c'était assez fort, quoi, cet aspect-là, quoi. Déjà, j'aimerais dire que je suis pas très heureux du mot sobriété, parce que pour beaucoup des gens qui nous écoutent, ça implique un tout petit élément de souffrance, comme on pourra plus faire ce qu'on fait aujourd'hui et ça serait dommage. Ouais, un sacrifice. Et très souvent, si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qui est réellement un cadre de vie moins impactant l'environnement, si c'est bien, je disais, organisé, si c'est bien accompagné, ce n'est pas forcément moins agréable, moins bien. Je veux dire, d'avoir une très grande voiture très très lourde n'est pas forcément quelque chose qui me rend beaucoup plus heureux que une voiture moins importante ou peut-être aucune voiture du tout. Ça dépend effectivement des choix personnels, hein, personne n'exclut cela, mais déjà se débarrasser des plus gros consommateurs, des plus grands éléments de gaspillage. Ça peut améliorer la situation beaucoup pour presque tout le monde, et il faut choisir ces éléments-là. Et peut-être si on revient vite un peu à la Méditerranée, le secteur du tourisme, qui est effectivement une partie importante de l'économie de la Méditerranée. Actuellement, il est basé sur un tourisme qui est extrêmement gaspillant en énergie. Déjà par rapport aux bateaux de croisière qui même s'ils ont maintenant des meilleurs moteurs qu'avant, mais qui gaspillent une énorme quantité de matériaux de toutes sortes déjà dans leur construction et aussi dans leur utilisation, avec très peu de retombées positives économiques sur les populations de la région. Et aussi le tourisme de masse de partout dans le monde et surtout en Europe qui est basé sur les avions qui ne vont pas être décarbonisés dans les décennies qui viennent à une échelle suffisamment importante, de ouvrir la question et réfléchir quel avenir le tourisme de la région méditerranéenne peut avoir dans un monde décarboné. Ça doit quand même avoir été permis, et cette discussion a actuellement pas lieu d'une façon suffisante. Donc c'est encore un de ces exemples où c'est pas juste la question du comportement individuel ou des technologies qui joue, c'est la véritable volonté de réfléchir à d'autres façons de nourrir les populations et donner de l'emploi et peut-être parfois d'accueillir les très très grandes croisières n'est pas une solution pour le bien-être de la population méditerranéenne du tout. Donc, il y a cette question de besoin que tu as mentionné. Ce serait intéressant de parler de ces besoins, de quantifier ces besoins, de regarder. Donc, il y a des travaux là-dessus qui commencent à apparaître
pour voir au final les réductions énormes qu'on peut avoir juste en se disant quel est un besoin décent, satisfaisant pour toutes et tous, et puis après on y va quoi. Sur les points de bascule sociétaux, si on prend cette analogie qu'on a vue au préalable, donc il y a ce dépassement de seuil qui fait qu'on a des effets disproportionnellement positifs ou négatifs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre et comment on peut les appliquer au niveau des sociétés? Les premiers travaux ont montré que, par exemple, un blocage très important, c'est le secteur des finances. Et le secteur des finances, ça ne veut pas dire la disponibilité d'argent, pas du tout. Mais ça dépend, ça veut dire la façon comment l'argent disponible dans les grands capitaux et dans la population en général est utilisé pour le bien-être de tout le monde. Et là, un exemple bien connu, ce sont les dettes des pays du Sud, où les pays du Nord insistent que vous avez prêté de l'argent, c'est bien à vous de nous le rembourser. Mais on réalise que de tout simplement annuler ces dettes, ça serait non seulement possible et peut-être réaliste, parce que de toute façon, ces pays vont probablement jamais être en mesure de les repayer, mais à le faire, ça pourrait permettre un développement tout à fait autre que celle qu'on voit actuellement. Et cela, ça joue aussi au niveau régional ou national. Tant que j'insiste que certaines structures économiques sont basées sur une distribution des moyens de finances très très contrôlés par certains acteurs qui n'ont absolument pas dans leur rôle le maintien des conditions vivables pour la plupart de la population. Si je ne touche pas cette situation-là, je vais toujours me trouver avec une forte pression de construire des infrastructures qui conviennent à ces acteurs et pas à la société en général. Ça se voit par exemple dans le choix entre les investissements dans le ferroviaire ou dans les autoroutes, où un des deux est plutôt privé et l'autre est plutôt public. Si je ouvre le débat à une distribution adaptée de ces moyens de finance, j'ouvre la possibilité pour tout à fait une restructuration de notre infrastructure pour le bien-être de tout le monde. Et là, c'est assez théorique et ça reste encore un grand travail pour arriver à des mesures, je dirais, démocratiquement acceptables pour faire ce genre de transfert. Mais il faut inversement faire face à la observation que si on ne touche pas le secteur des finances, on va probablement pas s'en sortir. On va probablement aller dans le mur parce que ce secteur de finances est actuellement pas structuré d'une façon qui nous permet à changer notre infrastructure. C'est très important de constater ça d'une façon, je dirais, calme et rationnelle et basée sur les chiffres. Il y a quasiment aucun exemple où on peut montrer que les très grands acteurs de finances ont amené une véritable modification de nos conditions de vie vers quelque chose de plus sobre, vers la sobriété, par exemple. Il y a certains acteurs aussi, certaines banques ou certaines PDG, peut-être des institutions qui sont tout à fait ouvertes à cette discussion. C'est pas une discussion écolo. Et les scientifiques ne peuvent pas, eux, proposer des solutions tout seuls non plus. Il s'agit surtout d'ouvrir l'espace pour ce genre de débat. Mais pour les points de bascule sociétal, ce qui est clairement indiqué que le secteur des finances est un des plus grands obstacles, et il faut discuter avec eux, il faut trouver de nouvelles solutions, il faut éventuellement des mesures drastiques, je n'exclus pas, maintenu basé sur un débat politique et démocratique, bien sûr, pour changer des choses. C'est peut-être plus important
que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. D'autres, c'est effectivement le système d'éducation. Et là, on voit aussi des changements, que dans les écoles maintenant, on parle autrement de l'avenir et du besoin d'une transformation qu'avant. Ça doit continuer. Il faut avoir plus de place dans les écoles, plus de formation des professeurs, plus de matériaux de l'éducation dans ces thématiques. C'est un autre point de bascule sociétal, parce que point de bascule, ça veut aussi dire que je suis pas obligé d'attendre jusqu'à le dernier l'a compris. Si j'ai une partie, parfois on parle de 25% de la population des acteurs dans le secteur éducation, ont réalisé que cette nécessité d'entamer la transformation vers les conditions plus habitables est un sujet important pour l'école. Bon, depuis, à partir de ce point-là, j'ai une grande probabilité que tout le cursus qui est donné aux enfants et aux jeunes dans les établissements scolaires va être adapté. Donc, il y a un réel point d'espoir, si on veut le dire comme ça, dans cette analyse des points de bascule sociétal. C'est que ça fait que commencer. C'est un champ actif de la recherche. Mais c'est prometteur. Au fait, avec les points de bascule, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être très rapide et abrupt, comme ça peut prendre beaucoup de temps. Ça se trouve, on est déjà initié dans un processus de transformation. Beaucoup de personnes se posent la question quant à la production énergétique. Est-ce qu'on va juste additionner les énergies ou est-ce qu'on va les changer? Est-ce qu'on est en plein dedans ou est-ce que, enfin voilà, c'est un peu difficile dans ces transformations ou transitions socio-écologiques de savoir a priori est-ce que on est en train de changer quoi que ce soit ou c'est plutôt a posteriori qu'on va analyser ça. Oui, la parallèle avec les systèmes planétaires, c'est que effectivement le bascule lui-même, on ne peut pas le projeter avec précision et parfois il vient des coins, des perspectives inattendues. Mais on peut quand même identifier certains obstacles ou certaines dérives, certaines conséquences d'un changement qu'il faut éviter. Et le plus important, de mon point de vue personnel, qui est aussi dur à éviter, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Qui, en bref, ça veut dire que je m'achète un nouveau frigo qui est hyper efficace par rapport à sa consommation thermique. Je le mets dans ma cuisine, je suis très fier. Et l'ancien frigo, je le mets dans le sous-sol pour que la bière reste fraîche pour la fête que j'ai dans 2 semaines. C'est la réalité pour beaucoup de monde. Et en réalité, donc maintenant, on a un frigo très efficace, mais on consomme plus qu'avant. Et il y a plein des exemples que peut-être j'ai un habitat qui me coûte moins cher parce qu'il est bien isolé et ça me donne des moyens de m'acheter une cabane en montagne où je passe beaucoup de temps et je brûle beaucoup de bois pour la tenir chaude. Et j'aurais pas pu faire ça si j'avais continué vivre dans un passoire thermique en ville parce que j'aurais payé trop pour mon chauffage. Donc c'est ce qu'on appelle le effet rebond. Et il faut l'identifier tout le temps pour chaque geste, pour chaque investissement, pour l'efficacité ou la sobriété qu'on fait. Et c'est parfois pas facile. Peut-être dernier point que je voudrais aborder avec toi, c'est cette question de quand rien ne marche. C'est-à-dire que toi, ça fait des années que tu recommandes comment sortir de ce système. Les COP, il y en a eu 29. On voit que au bout d'un moment, on a beau donner toutes les bonnes pratiques, les technologies sont là, les connaissances sont là, mais ça bouge pas. Cette question de désobéissance civile et de scientifiques en rébellion, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Il y a un questionnement, je crois, pour quasiment la totalité des scientifiques qui travaillent dans les sciences de l'environnement, mais aussi pour la santé et pour d'autres sujets. Quel est notre rôle vraiment? Est-ce qu'on fait ça parce qu'on trouve ça très intéressant ou est-ce qu'on fait quelque chose d'utile?
Et je crois la plupart aussi entre nous, chacun dans des situations très différentes, souhaite non seulement être payé tous les mois, mais aussi de se ressentir qu'on a une utilité, qu'on contribue à la transformation. Et surtout pour ceux qui travaillent sur le climat ou la biodiversité ou les questions d'égalité ou des conflits sociaux, il y a un ressenti très fort que la transformation elle est nécessaire, puis sinon il y aura la souffrance va s'aggraver encore pour beaucoup de monde, y compris une déstabilisation peut-être de notre société. Après, la question comment cet engagement qui est ressenti, comment il se manifeste, qu'est-ce qu'on fait réellement. Et dans ma génération, moi je suis en fin de carrière, pour ceux qui travaillent pour le climat, il y a une forte ressenti que si on fait bon travail scientifique, on publie dans les bonnes revues internationales, automatiquement, ça va amener la société de faire des bons choix pour éviter la crise climatique. Il y avait un grand développement dans cette direction-là en 1988, l'établissement du groupement intergouvernemental des experts sur le climat, le GIEC. Donc, même avant la Convention pour le climat, ce développement, ça nous a donné l'opportunité de parler directement aux décideurs. Et moi, comme beaucoup de mes collègues, de milliers de collègues, on a embrassé, vraiment, on était heureux de trouver cette opportunité de s'exprimer directement vers les décideurs parce que on se dit qu'on sera écouté, on sera entendu, ça nous amènera vers un meilleur monde. Et il est indéniable que ça a été le cas dans un certain sens. Je suis convaincu que dans l'absence de tout cet effort collectif des milliers de scientifiques, on sera dans une situation encore plus difficile aujourd'hui. Mais néanmoins, après 30 ans, dans ce cadre-là, je suis pas le seul qui ressent que c'était insuffisant. Et effectivement, le développement des derniers 2 COP à Dubaï l'année dernière et à Bakou cette année, où quasiment on a l'impression que l'industrie du pétrole et du gaz et du charbon a réussi à s'imposer d'une façon très importante dans le processus de la délibération, avec un résultat très très médiocre du consensus. Ça pose question sur l'efficacité de notre engagement jusqu'ici et en fait la faible réaction publique, même dans les pays avec la parole tout à fait libre comme chez nous, ça nous interroge. Est-ce que c'est du tout nécessaire? Est-ce que les gens veulent vraiment que quelque chose change? Donc, il est pour certains d'entre nous nécessaire de trouver d'autres façons de s'exprimer. Et de participer dans les podcasts ou de faire des conférences publiques, ça fait une partie qui sort déjà du classique du monde scientifique, mais il y a aussi un nombre augmentant des collègues qui disent que les gestes de la désobéissance civile non violente, qui ont bien sûr une très grande tradition au-delà du climat, on n'a pas besoin de citer Gandhi ou Martin Luther King ou d'autres dans ce contexte-là. C'est quelque chose à explorer, quelque chose à s'interroger si ce n'est pas une option, un moyen de s'exprimer qui va faire que la population, les personnes intéressées se rendent compte de la gravité de la situation de façon plus importante. Et pour prendre un exemple, la action relativement limitée de Scientifique Rébellion et d'autres organismes à Grenoble la semaine dernière, qui a dénoncé une entreprise particulière qui livre des systèmes de chauffage pour un oléoduc qui est construit à travers le continent Afrique. Donc, pour moi, une construction qui constitue un crime contre l'humanité. Cette action-là me semble bien adaptée pour que les
population ici, en France, dans la région, se rend compte qu'on a des entreprises qui activement contribuent à la dégradation de la planète. Et ce n'est pas nécessaire que ça continue comme ça. On a des moyens à exprimer cela. Donc, Scientifique en Rébellion, ça c'est un réseau très c'est pas une association stricte, c'est pas une partie politique, c'est un lieu, un collectif dans lequel il se retrouve beaucoup de mes collègues pour discuter, réfléchir à des différentes actions, soit de l'écriture, comme le petit livre que nous venons publier, soit des tribunes, soit des manifestations toutes sans aucun impact négatif sur le développement de la société, ou alors des actions de la désobéissance civile non violente. Ça a une grande diversité, volontiers certaines participent à une action et pas à une autre. Ça me semble une piste, une conséquence de l'inaction politique déjà, et aussi une piste à explorer dans une société démocratique et ouverte. Peut-être dans quelques années, on va s'interroger, encore chercher autre façon de s'exprimer, mais qui est actuellement, malheureusement, je dirais, nécessaire pour être entendu. On va conclure. Souvent, je demande une recommandation pour continuer, que ça soit d'un livre, d'un film. Enfin, évidemment, il y a votre livre Sortir des labos pour défendre le vivant. Est-ce qu'il y a un autre livre qui, toi, t'a marqué, ou un film, ou quelque chose d'audio qui te fait penser à ces idées de point de bascule, ou alors qui reflète un peu cette désobéissance civile par un film ou par un écrit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive quand tu le lis et que tu dis je le partage tout le temps à toute personne qui me dit je sais pas quoi faire, et tu dis voilà, regarde ça, ou écoute ça, ou lis ça. Est-ce qu'il y a J'ai pas un livre ou un film à recommander, mais je voudrais dire qu'il y a certains communicateurs médiatiques dans les réseaux sociaux qui font un super boulot à nous aider à nos réflexions. Et un parmi eux, il est bien connu sous le nom Bon Pote, Thomas Wagner, qui fait des excellentes communications sur son blog et dans les réseaux sociaux, et que je trouve que les messages qu'il fait passer sont très équilibrés, très basés sur la science, très engagés en même temps. Et je crois même pour beaucoup de scientifiques, c'est une façon d'être au courant de différents aspects de la problématique. Il y en a d'autres, c'est pas le seul, et effectivement les écritures de Camille Etienne, par exemple, bien connues également, c'est quelque chose qui est inspirant, parce que l'approche est en principe positive, l'approche est transformateur, l'approche n'est pas pour augmenter la dépression ou la tristesse ou la souffrance. L'approche, c'est de montrer des pistes, soit effectivement changement de comportement mais plutôt d'un débat public, démocratique et social sur la transformation. Et c'est là que je trouve pas mal d'inspiration. Génial. Un grand merci, Wolfgang. Merci, Aristide. Merci également à vous toutes d'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout. On a parlé de point de bascule, je vous envoie vers l'épisode avec Tim Lenton. On a parlé de Camille Etienne, on avait aussi enregistré un épisode avec Camille Etienne. Donc allez voir également ces épisodes, et à très bientôt pour un prochain épisode. Cool.